Bonsoir, code 243, nous sommes en ligne avec Michael Chibangu que vous lisez souvent. Bonsoir Michael à partir de Londres. Bonsoir. Oui, bonsoir Abraham, bonsoir. Freddy que vous connaissez déjà à partir de la Virginie. Bonsoir Freddy. Bonsoir Abraham, bonsoir Michael. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Écoutez, chers amis de Code 243, l'actualité congolaise est aujourd'hui polarisée par le dialogue. Avec ce dialogue qui crée des divisions, des tensions, des bagarres, bref, nous voulons en parler et nous allons essayer ensemble avec mes deux collègues de remonter dans l'historique, voir ce dialogue, il a commencé où, pour quelles raisons, quelles sont les résolutions et tout ça. Ensemble, nous allons échanger et nous vous appelons aussi, chers téléspectateurs, de réagir au travers, après avoir vu cette émission, de nous dire ce que vous pensez, d'apporter un plus à cette discussion que nous avons voulu engager aujourd'hui. Alors, mes chers frères et compatriotes, dites-moi, ce dialogue de la nouvelle génération après ceux qu'on a connus sous Kabila, ça a commencé où? Bon, écoutez, ça dépend de... Si vous posez cette question au PPRD, vous donnerez une réponse différente. À l'UDPS, il vous donnerait une réponse différente, donc chacun donne à son interprétation. D'une manière générale, il y a ceux qui se basent sur la résolution de l'ONU 2098, cette résolution qui mandate M. Kobler, qui donne cette charge-là d'essayer un peu de jouer ce rôle de médiateur, aider n'est-ce pas, les parties congolaises à se réconcilier et aller dans le sens d'avoir des organisations libres, crédibles et transparentes. Et c'est un peu ça, si on peut, d'une manière bref, dire de quoi il s'agit. Donc, merci, bon. Oui. Oui, bon, ce dialogue de la nouvelle génération, comme tu le dis Abraham, c'est un dialogue qui a été demandé par le pouvoir en place. Ça, nous parlons du dialogue d'aujourd'hui. C'est un dialogue qui a été demandé par le pouvoir en place, mais aux dernières nouvelles, tous les partis d'opposition, parce que au fait c'est le pouvoir, les partis de la majorité présidentielle, le pouvoir qui demande un dialogue à l'opposition. Et donc, l'opposition, dans sa quasi-totalité, pour ne pas dire sa majorité, a décliné l'offre. Ils ont même fait un compte rendu officiel pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce dialogue, mais qu'il n'y aurait qu'un seul parti, l'UDPS, qui même demande un dialogue au pouvoir en place avec ce que ce parti appelle une feuille de route. Ils ont une feuille de route qu'ils espèrent imposer au pouvoir en place quand ils vont s'asseoir et discuter. Non. Allons-y voir si le pouvoir va accepter cette feuille de route. Oui, mais Michael, moi, 2098, comme tu l'as si bien dit, je crois que ce sont les résolutions d'Addis Abeba. Et un texte qui reprenait... L'accord cadre. La résolution 2098 est une résolution qui incorpore l'accord cadre signé à Addis Abeba. Cet accord qui avait été signé lorsque la RDC fut. Il y avait ces problèmes avec le M23. Il fallait trouver comment une façon d'encourager les dialogues. L'accord cadre ne comprend pas seulement cette disposition de dialoguer, non. Il y a aussi un engagement. Engagement de l'ONU, engagement de la RDC. Le gouvernement congolais s'est engagé à faire certaines histoires, certaines choses qui sont décrites, qui sont dans cet accord. Il y a aussi les voisins de la RDC, par exemple, les signataires, qui ont pris des engagements aussi, par exemple la non-ingérence, le respect de la souveraineté de la RDC, parmi tant d'autres choses. Et maintenant, c'est l'interprétation de la résolution 2098 qui pose problème pour certains. Cette résolution exige le dialogue. Et pour les uns, on dit, la résolution, il est clair, on n'exige pas le dialogue, mais demande à Kobler, en cas de problème, des facilités, de jouer ce rôle-là de médiateur. Et pour ce nouveau dialogue le dialogue que nous parlons de nouvelle génération, je ne sais pas si vous pouvez appeler ces dialogues de nouvelle génération, parce que c'est toujours les mêmes acteurs, presque tous les mêmes acteurs de Sun City
Mhm. Les uns étaient à la concertation et ils reviennent encore aujourd'hui avec un nouveau dialogue. Et on ne sait pas. L'UDPS a son cahier des charges. Mhm. L'opposition aussi, parce que l'UDPS, il y a d'autres partis de l'opposition aussi qui ont leur cahier des charges. Il est vrai qu'il y a des problèmes sérieux. Par exemple, le calendrier électoral est chargé. Et commencer avec les élections locales va poser des problèmes, surtout qu'il n'y a pas suffisamment d'argent. Et quelque part, il va falloir un remaniement de ces calendriers. Maintenant, la question, c'est comment y arriver. Mais à ce sujet, tout récemment, l'opposition, lorsque je parle d'opposition, je parle de ce groupe formé par les Vital Kamere, Martin Fayoulou, Jean-Claude Wemba, comment s'appelle, Ingele Photo et tous les autres. On a même vu Sami Badibanga de l'UDPS, ont été rencontrés à la CENI. Ils ont été à la CENI, ils ont été ils ont été chez Kobler. Chez Kobler aussi. Quelle était cette démarche? En fait, c'est présenter les revendications de l'opposition. Mhm. Par exemple, demander le remaniement de ces calendriers, c'est-à-dire on peut postposer, reporter les élections locales après 2016 pour essayer un peu de desserrer les calendriers. Et c'est qu'on peut faire et on peut coupler les élections provinciales avec les élections, par exemple, législatives et présidentielles en 2016. Cela non seulement va réduire les coûts, ça pourra permettre aussi que dans l'entretemps, dégager un peu 2015, que les mois qui restent 2015, qu'on utilise ce mois-là pour enregistrer, vous savez, ces nouveaux majeurs, ces jeunes personnes qui ont atteint 18 ans. Depuis 2011, ils sont nombreux. Donc, nous sommes maintenant en 2015, donc on compte 3-4 différentes générations. Et ces gens sont exclus totalement de ce processus. Donc l'opposition voulait que ces jeunes ne puissent pas manquer, que la CENI, il s'agit pas question de remanier, changer les choses, c'est tout. On ne dit pas d'organiser pas les élections, mais on dit, écoutez, il y a un problème sérieux, il n'y a pas d'argent, il y a un problème de temps. La meilleure chose à faire, c'est enlever ces élections difficiles, l'élection locale, que la RDC n'a jamais organisé, d'élections complexes. Écoutez, il ne faut pas quand même qu'on soit ambitieux, on n'a pas d'argent. Vous savez que vous n'avez pas d'argent, mais vous disiez, nous allons commencer par telle élection. Et ces élections qui ne sont pas du tout aussi importantes que les élections, par exemple, législatives, provinciales et présidentielles. Mais voilà, l'opposition a déposé son cahier. Michael, il ne faut pas oublier non plus que le pouvoir en place impose le fameux découpage avant ces élections-là. Et le pays n'est pas prêt pour ce découpage en 26 provinces. Voilà, comme vous voyez, c'est comme Freddy vient de le souligner. On a comme l'impression que le pouvoir est en train de faire tout pour forcer ce qu'on appelle, qui est devenu un terme, les fameux glissages que vous entendez les gens parler. Glissage. Et vous êtes sans ignorer qu'ils ont d'abord voulu, avec conditionner les élections au recensement. Malheureusement pour eux, le peuple est descendu le 19, le 20, le 21, partout à Goma, Kinshasa. Ils ont manifesté, ils ont dit non. Et le pouvoir a reculé. Il fallait pour eux, comment faire? Vous savez, les événements sont passés en janvier. Février, le calendrier électoral global a été publié, mais dans ces calendriers, un calendrier piégé. Et ajouter à cela, comme Freddy l'a dit, il y a ces découpages. On dit, le découpage doit avoir lieu. Donc, à partir du 30 juin, la RDC doit être découpée. Mais il s'avère que c'est impossible. En ce moment où je vous parle, la plupart des membres de ces commissions chargées de faire l'inventaire des biens des provinces sont toujours à Kinshasa, il n'y a pas d'argent. Exact. Alors, c'est comme pour dire mission impossible. On les a envoyés en mission impossible, les calendriers, tout. Donc, c'est vraiment, comme on dit en anglais, une messe, donc vraiment du gâchis. Il va falloir tout refaire. Et tout cela, c'est pour conduire au glissement. Ce recensement, découpage, commencer par les élections locales, municipaux et tout cela qui coûtent beaucoup, auront pour conséquence les glissements. Et maintenant, on lance ces dialogues. C'est pour ça que certaines personnes se demandent, mais voilà encore, qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que, chers amis, ce dialogue n'est-il pas aussi une certaine manière
du pouvoir, de la majorité présidentielle, de nous faire comprendre à nous Congolais que bon, écoutez, on est coincés, venez vous asseoir avec nous et nous allons vous dire où est-ce que nous en sommes légalement utilisant l'article 70 qui dit que le président en passation de pouvoir que lorsqu'il y a élection, on négocie et comme quelqu'un l'a si bien dit, je ne sais plus l'un d'entre vous tout à l'heure, qui le disait qu'à chaque fois qu'il y a un dialogue, c'est un partage de gâteaux. Est-ce que c'est pas ça qui fâche les uns et les autres et on voit un piège? Je ne sais pas. Moi, c'est un peu une impression que j'ai parce que l'opposition a été par 2 fois, elle a écrit à la CENI, elle a écrit à Kobler. Et je croyais avoir des réactions de la CENI qui permettraient déjà de désengorger certaines choses. Parce qu'il y a déjà un pré-dialogue amorcé. Lorsque l'opposition va rencontrer la CENI et dépose un document, je suppose que il y a une conversation amorcée. Est-ce que, qu'en pensez-vous? C'est un dialogue. C'est un dialogue amorcé. Est-ce que les solutions ne viendraient-elles pas de la CENI? Vous parlez par exemple de reculer postpone les élections. La CENI est un organe indépendant. Est-ce que c'est la CENI qui pourrait faire la proposition ou c'est le gouvernement? Que disent les textes? Bon, écoutez, normalement c'est la CENI. Normalement c'est la CENI si elle est réellement indépendante. Parce que la plupart des revendications de l'opposition relèvent de la compétence de la CENI. C'est à la CENI d'élaborer le calendrier électoral, c'est à la CENI d'enregistrer, d'enrôler, comme on dit, ce nouveau majeur. C'est à la CENI, mais nous savons que la CENI, malheureusement, n'est pas indépendante, elle est dépendante. Si on ne fait pas je crois qu'il faut dire quelque chose. Mais Michael, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que cette CENI ne soit pas indépendante parce qu'il y a des représentants de l'opposition dans cette CENI. Et que font ces représentants de l'opposition dans cette CENI? C'est pas normal. Normalement, cette CENI devait être indépendante, puisqu'il y a la société civile, je crois, et l'opposition qui sont représentés dans cette CENI. Oui, ils sont représentés, mais je me souviens, je crois l'année dernière, l'opposition avait demandé à ses membres qui sont dans cette CENI d'arrêter de participer à la gestion quotidienne. Et je crois que le seul qui avait réagi à l'époque, c'était celui de l'UNC qui a fait une déclaration. Et celui de l'UDPS a déclaré d'ailleurs son indépendance vis-à-vis de son parti. On a l'impression qu'à chaque fois... Son parti. Vous voyez un peu, c'est bizarre. Depuis 2006, l'opposition envoie toujours des représentants à la CENI. Arrivé là-bas, ces représentants disent « Nous ne dépendons plus de vous, nous ne vous représentons plus ». Exact. Du moment que les représentants de l'opposition, on dit bien représentants de l'opposition à la CENI, arrivent à la CENI et disent nous ne dépendons plus de vous, il y a un problème. Exact. Il y a un problème, nous l'avons vu en 2006, nous l'avons vu en 2011 encore. Et sur papier, la CENI doit être indépendante parce qu'elle est composée de membres du pouvoir, il y a la société civile, il y a des membres de l'opposition. Il y a des membres de l'opposition dans cette CENI, mais en pratique, la CENI a pris position pour la majorité présidentielle. La CENI, lorsqu'on veut réviser la Constitution pour les élections, on dit voilà, on voulait d'abord organiser des élections indirectes, les élections provinciales indirectes. C'est Manu Malou qui est en train de faire qui avançait la cause, qui défend la cause. Nous devons faire ça. Au lieu de jouer ces rôles de l'église au milieu du village, écouter les uns et les autres, essayer de voir un peu, les réconcilier les différents... Non, ce n'est pas les rôles qu'ils ont joués. Ils ont pris position pour, c'est des coupables, ils ont pris position pour le calendrier que la majorité présidentielle appuie. Donc il n'y a plus cette indépendance. Il y a plus cette... Oui, Frédéric, tu voulais dire? Chers amis, vous savez, moi je ne trouve pas sincèrement l'importance ou l'obligation de ce fameux dialogue. Parce que c'est vrai que si on revient à l'accord cadre d'Addis Abeba qui s'est métamorphosé en résolution des Nations Unies, eh bien, M. Kobler devrait normalement, c'est lui qui doit se mettre, c'est lui le chef d'orchestre. Donc il doit se lever aujourd'hui et dire, ok, venez vous asseoir, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Chacun a des devoirs et des obligations, surtout le pouvoir en place, et chacun doit respecter sa signature. Or, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le pouvoir en place qui envoie un malin, c'est-à-dire le patron des services d'intelligence, des services de renseignement, pour aller
contacter les partis politiques et discuter avec eux pour un dialogue. Ça, c'est déjà pas très clair. Et donc, Oui, et en plus, on sait très bien que l'année prochaine, ils partent. Oui, vas-y. Oui, non, vas-y, mais Freddy, il y a aussi le fait, ne l'oublions pas, que tout récemment, le président Kabila a demandé, a déclaré ouvertement à la communauté, disons, aux représentants des différents pays, aux ambassadeurs, que la RDC ne voulait pas d'ingérence, mais voulait beaucoup plus de conseils. Est-ce que ceci ne nous met pas un peu en situation de porte-à-faux? Parce qu'on l'a vu parmi aussi une de ces résolutions, c'est en fait pacifier l'Est. On a vu la RDC refuser. Oui, vas-y, refuser. Un point très important. Vous soulignez un point très important. Ce n'est pas seulement la question du dialogue. Vous l'avez vu avec la question du FTLR. Exact. L'ONU a demandé qu'on puisse enlever que 2 généraux qui avaient été nommés. Et la RDC a dit non, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, vous ne pouvez pas nous donner des injonctions. La même chose avec les dialogues. Kobler avait déjà initié ces consultations. L'UNC, l'UDPS, SID étaient consultés. Il y avait d'autres partis de la majorité présidentielle présente. Mais Kabila a refusé, il a dit non. Il a refusé, donc on peut dire qu'il a refusé les dialogues selon les formats de la résolution 2098 qui mandatait Kobler, c'est pour dire non, je ne te reconnais pas cette qualité. C'est là où ça va poser un problème, parce que l'une des exigences de l'UDPS, c'est que ce dialogue soit sous médiation internationale. Est-ce que Kabila va accepter cela? On ne sait pas. Et aussi, ce qui dérange beaucoup, c'est comme nous l'avions dit tantôt, en RDC, le mot dialogue est devenu comme un mot code de politicien au partage des pouvoirs. Vous verrez, notre histoire en témoigne, notre histoire en parle clairement. Depuis Conférence nationale souveraine, depuis Sun City et toutes les différentes rencontres qui avaient comme objet de débattre sur des sujets qui concernent le pays, on finit toujours par un partage des pouvoirs. Ils vont signer des accords, ils vont se partager les pouvoirs, mais ils ne vont pas respecter les recommandations de ces accords. Et on l'a vu avec à la conférence nationale souveraine, c'était la même chose. Il y a eu une liste de résolutions et des recommandations qui aujourd'hui, aujourd'hui, on n'en parle plus. On est revenu sur elle à Sun City, on y revient encore à la concertation nationale, et maintenant on dit encore dialogue. Et les uns se disent, voilà, ces politiciens veulent encore nous rouler dans la farine. Donc plus d'argent, les élections pointent à l'horizon, les autres sont à la recherche du travail. Et donc, ces dialogues présentent une opportunité pour eux comment on peut dire, glisser d'une manière consensuelle. C'est ces glissements consensuels maintenant que les pouvoirs recherchent. Mais écoutez, aux dernières nouvelles... Oui, vas-y, Freddy. Non, je suis d'accord avec Michael. C'est vraiment un code. Oui. Vas-y, on t'écoute, papa. C'est vraiment un code qui se lance entre eux. C'est vraiment un code qu'ils se lancent entre eux. Ils savent très bien que quand il faut s'asseoir avec le pouvoir pour dialoguer, converser, concerter, papoter, je ne sais pas quel terme on peut utiliser, on finit toujours par un partage de pouvoir et par un partage de billets verts, les billets couleur pondou, comme disent bien les Quinois. Et c'est ça la clé. Et c'est ça le fond comment dirais-je, de ces dialogues et forums et tout ça. Et là où nous avons peur pour le peuple, justement, c'est le fait que ces gens ne respectent pas leur propre signature. Kabila a fait asseoir les chefs de mission diplomatiques pour les engueuler et tout ça, mais que fait la MONUSCO au Congo? La MONUSCO n'est pas venue au Congo d'elle-même. Le gouvernement congolais a invité la MONUSCO. Le gouvernement congolais a imposé sa signature sur certains documents. Ils doivent lire ces documents. La MONUSCO est venue par l'appel du gouvernement congolais, et la MONUSCO a des devoirs et des obligations, comme le gouvernement congolais. Donc, l'accord cadre qui est devenu une résolution, le gouvernement congolais l'a ratifié, ils l'ont signé. Ils ont des obligations et des devoirs, ils l'ont signé. Et maintenant, dire à Kobler de se taire. Mais ils n'auraient pas dû signer ce bout de papier-là. Donc, ce gouvernement, finalement,
on dirait qu'ils ne savent pas c'est quoi gérer la chose publique. Je me rappelle encore il y a quelque temps, le porte-parole du gouvernement, M. Lambert, au Malanga, quand l'opposition demandait, l'opposition dans sa globalité, demandait le dialogue, M. Lambert, c'est-à-dire nous ne sommes plus à l'époque du dialogue. C'est fini. L'opposition n'est pas prête pour les élections, alors ils ont peur des élections. C'est eux qui veulent le glissement. Ils veulent qu'on dialogue, qu'on partage le pouvoir. Nous ne sommes pas à l'époque du dialogue. Nous sommes prêts, allons aux élections. C'est ce que le porte-parole avait dit. Aujourd'hui, ils sont en train de demander le dialogue. Que toute l'opposition a refusé, sauf un seul parti qui, elle aussi, demande le dialogue à sa manière, avec un cahier de charge qu'elle appelle une feuille de route. Oui, mais vas-y, Michael, parce que je voulais quand même qu'on revienne un peu d'une manière pratique, parce que ce dialogue qui est demandé, à première vue, d'une part, nous avons une opposition qui a demandé en fait qui a proposé en fait ses préalables. Hein, il y a le préalable de l'opposition, Martin Fayulu, Vital Kamerhe et Jean-Claude Vouemba et tous les autres, je peux dire la majorité de l'opposition. Et de l'autre côté, il y a ce fameux cahier de charge de l'UDPS. Les choses se rejoignent. Lorsque vous lisez, le cahier de charge est plus ou moins, disons, les deux propositions sont plus ou moins les mêmes. On veut des élections apaisées de part et d'autre. Mais la grande différence que nous voyons, c'est laquelle? L'UDPS parle du contentieux de 2011, c'est-à-dire de cette fameuse histoire d'impérium. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, à 15 ou 16 mois de la fin du mandat, croyons-nous d'une manière réaliste que faire une proposition avec une discussion sur cette situation électorale de 2011 que nous avons tous décriée parce que nous savons très bien qui a été l'élu mais qui n'a pas pu prouver sa victoire avec des documents probants, croyons-nous d'une manière réaliste que l'UDPS allant à table avec le PPRD, cette discussion pourrait s'être entamée. Ça, c'est ma première question à nous tous. La deuxième, il est certains préalables qui ont été demandés. Par exemple, j'ai lu ceux de l'opposition Vital Kamerhe, il dit ceci, libérer les prisonniers politiques, qui ne nécessitent pas un dialogue. Libérer les médias qui ont été fermés. Cela ne nécessite pas un dialogue. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre point? Faire le recensement de ces jeunes, tu en as si bien parlé, Michael, et expliqué, de cette jeunesse qui aujourd'hui est habilitée à devoir voter. Retoucher ce fameux fichier électoral qui est corrompu. Bref, on se rend compte que d'un côté ou d'un autre, il y a quand même des points communs. Mais ce que je ne... Oui, Abraham... Oui, vas-y. Il y a plusieurs points communs. Exact. En fait, il n'y a pas vraiment une grande différence. Ce que demande l'UDPS, c'est que l'UNC, SID, MC et autres partis politiques ont formulé dans leurs recommandations qu'ils ont déposées chez Kobler et aussi à la CNI. La différence, bien sûr, lorsqu'on parle de contentieux électoral de 2011, je crois que la meilleure chose à faire serait de tirer les sorts. Qu'est-ce qui n'a pas marché et éviter cela pour 2016. Je ne vois pas M. Kabila, le président Kabila, prendre son pouvoir et céder à l'UDPS comme ça. Je ne pense pas qu'il peut le faire. Et de deux, le dialogue est convoqué par Kabila en sa qualité de président de la République. Si l'UDPS répond à cette convocation, c'est que quelque part, elle sera obligée de reconnaître M. Kabila comme président de la République. C'est ça un peu le piège, parce que si ce n'est pas Kobler qui a convoqué ces dialogues, s'il y a un décret présidentiel signé par M. le Président Joseph Kabila, président de la RDC, convoquant les dialogues, et que l'UDPS dit c'est un imposteur, il n'est pas le président élu de la RDC, et que ce même l'UDPS réponde à cette invitation, de fait, ils ont reconnu le président
Kabila comme président de la RDC. Donc l'UDPS doit penser à cela. Mais les revendications, nous avons tous besoin des élections crédibles et libres et transparentes. Ça ne sert à rien d'aller dans des élections pour revoir ce que nous avons vu en 2006 et en 2016. Maintenant, c'est comment Les vrais problèmes, oui. Comment y arriver? Et aussi savoir quelle est la volonté. Qu'est-ce que Kabila voit dans ce dialogue? Parce que c'est vrai, l'UDPS a sa feuille de route. L'INC, les autres partis ont leur feuille de route. Mais la question que tout le monde devait se poser est de savoir quelle est la feuille de route de Kabila. La feuille de route de Quelles sont ses Kabila. revendications? Michael, en fait, ce que Michael dit, c'est vrai. Si l'UDPS s'assoit avec Kabila et la majorité présidentielle, ça veut dire que l'UDPS, de fait, reconnaît que le président Kabila est président. Maintenant, l'affaire du contentieux en 2011, il y a aussi le contentieux de 2006. Hein? Il y a aussi un contentieux en 2006. Qu'est-ce qu'on fait du contentieux de 2006? Parce que, donc, je ne pense pas qu'on doit encore revenir dans cette histoire de contentieux. Mais par contre, la feuille de route de l'UDPS, comme tu as dit, Abraham, et les revendications de l'opposition dans sa globalité se rencontrent. Mais je ne vois pas, moi, à mon humble avis, l'importance de s'asseoir avec le pouvoir pour parler de cela. Parce que ce sont, au fait, des devoirs et des obligations du pouvoir en place. Et ces devoirs-là, déjà en tant qu'État, en tant que gouvernement, ils ont l'obligation et le devoir d'organiser des élections transparentes, apaisées et d'assurer la sécurité dans toute la partie Est pour qu'il y ait des demandes d'élections. Ça, c'est ça fait partie des engagements qu'ils ont pris. Ils ont même signé, ils ont même pris l'engagement dans l'accord cadre, dans la résolution 2098, ils ont signé cela. Et dans la résolution, il est question de ça aussi. Donc, il ne faut pas s'asseoir avec le pouvoir en place, il faut seulement leur mettre leurs responsabilités, leurs obligations devant leur nez. Voilà, vous avez des obligations, des responsabilités, des devoirs, et vous devez les faire. Et l'opposition doit appuyer dessus jusqu'à ce que le pouvoir fasse ce qu'il doit faire. Sinon, ils vont pas aux élections avec le pouvoir. Je suis d'accord avec Freddy. Dans la mesure où les revendications de l'opposition sont connues. Le pouvoir n'a qu'à répondre à ces revendications. Exact. On a fait une proposition, on a dit, écoutez, vous n'avez pas d'argent, nous n'avons pas d'État, reporter local, vous pouvez coupler provincial avec législatif et présidentiel en 2016, vous allez faire économiser beaucoup d'argent, enrôler les jeunes en l'entretemps. C'est très simple. Vous dites, ils ne peuvent que faire une contre-opposition. Nous pensons à ce que vous avez dit, voici ce que nous pensons. Mais on dit, est-ce que cela nécessite un dialogue national où on va parler à la société civile, on va parler à l'église catholique, on va parler, rassembler tout le monde à Kinshasa pour venir parler. C'est là où vraiment il fallait vraiment que les formats soient réduits. On n'a pas besoin de parler à 12, à 30, à 50 personnes pour cela. Parce que l'opposition a déjà dit ce qu'elle veut. Et le pouvoir, il est vrai maintenant. Il est vrai qu'en pratique, d'abord, le calendrier électoral de la CENI déjà connaît des retards considérables. C'est sans ignorer que la date des dépôt des candidatures était le 5 mai. On a dû ajouter 20 jours de plus. Exact. Malgré cela, l'engouement est faible. On n'est pas sûr qu'ils vont imaginer que l'élection provinciale n'est pas aussi complexe que l'élection locale. Si déjà pour les provinciales, qui n'a que 700 et quelques sièges à l'échelle nationale, on a ces problèmes. Qu'en sera-t-il lorsqu'il va falloir organiser des élections avec plus de 4000 sièges, etc. Donc il y a ces problèmes et il y a aussi les découpages à échouer. Parce qu'on devait découper dans pratiquement au 30 juin, donc, quelque chose de. Donc, on a dit les 30 juin, tout doit être fait. Et malheureusement, cette commission, la plupart des membres sont toujours à Kinshasa, faute d'argent. Il y a un problème d'argent et les découpages. Maintenant, à moins que ces dialogues soient l'occasion du pouvoir de dire voilà, nous avons échoué, nous avons proposé un calendrier irréaliste, les découpages, nous avons tenté.
de faire quelque chose que nous n'avons pas pu faire pendant 10 ans. Nous avons voulu le faire en 180 jours, nous avons échoué. Et que maintenant, nous voulons cette occasion pour au moins une sortie honorable, vous voyez, peut-être aussi changer brusquement. Ça, c'est pour ceux qui sont optimistes, mais pour ceux qui connaissent les pouvoirs, il y a toujours, ils ne font rien pour rien, il y a toujours quelque chose, ils doivent toujours, un profit, si je peux dire. Un profit. Si, mais voilà. Je t'interromps. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que l'on constate que ce qui est en train de se faire en RDC est en train d'être copié ailleurs. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez vu le président Denis Sassou Nguesso au Congo, au Brazza, initié également, parce que on a l'impression que c'est lui aussi est à la recherche d'un troisième mandat, que tous ces présidents qui veulent demeurer au pouvoir sont en train d'essayer des stratégies, et tout le monde épie tout le monde. Oui. J'ai vu que la situation de Burundi... Je vais vous dire Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, avant de lancer les référendums, il avait lancé les dialogues. Mais il avait comme objectif en tête un consensus pour la révision constitutionnelle. Vous voyez déjà que son intérêt, c'est la révision constitutionnelle. Et quand le dialogue a échoué, il a voulu lancer, il a décrété donc le 30 octobre au Parlement, nous allons réviser la Constitution. Mais le peuple a dit non, il est tombé. Exact. Et ça sort aussi la même chose. Il cherche un consensus, toujours avec dans la même optique, pour, derrière ça, il se cache cette idée de la révision constitutionnelle. Parce qu'il dit clairement que s'il n'arrive pas à avoir cette révision d'une manière consensuelle, il va au référendum. Exact. Voilà. Mais là, il a aussi dit fou qui peut-être, on ne sait pas, il a vu, je risque de rater, et les autres sont en train de tenter. Au Burundi, il y a un têtu qui est en train de tenir tête malgré toute pression. Moi aussi, je peux faire, je lance ces dialogues, ils vont venir, et après, moi aussi, je vais dire, voilà ce que je veux, si vous ne me donnez pas, je vais. Alors, il y a toujours ce piège-là, il faut toujours penser quelles sont les intentions de Kabila. Quelle est sa revendication? Il doit aussi dire clairement, voilà, je vais dialoguer. Nous, de la majorité, nous pensons comme ça. Voici, mais il ne faut pas cacher, c'est là. Les revendications de l'opposition sont connues, elles sont publiques. Exact. Celles de la majorité aussi doivent être publiques. Pour n'est-ce pas, au nom de la transparence. Mais dites-moi, la place de rumeur en suspicion. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi l'impression que du point de vue tactique, lorsque l'on voit l'émissaire du président qui est l'homme aujourd'hui qui contrôle la sécurité sur toute l'étendue, ce qui est en fait d'une certaine manière aussi une sorte d'intimidation, mais j'ai l'impression que la manière dont la RDC, la majorité présidentielle a abordé en fait ces consultations avait également pour but d'amener une division au sein de cette opposition. Nous savons que ils se battent, cette opposition essaye de se consolider, mais d'une manière stratégique, on a vu au premier jour l'MLC, oui, c'est un grand parti, l'UDPS, oui, grand parti, l'UNC, oui, grand parti, et je crois il y a eu un groupe aussi avec M. Kiakwama et d'autres, ils ont une grande représentation au niveau du Parlement. Et puis, quelques jours après, les autres opposants qui n'avaient pas été consultés, tout le monde est parti de sa déclaration, parce qu'il semblait y avoir du tripatouillage. Mais ce que je sais que je peux dire, d'après les informations recueillies, c'est que les premiers contactés, UNC, MLC et M. Kiakwama, eux sont retournés à la base pour expliquer à leurs compères de l'opposition ce qu'il y avait, ce qui nous a conduit à cette déclaration commune qui nous a été lue ce lundi-ci par Jean-Lucien Boussa, qui était le modérateur. Donc on sent qu'il y avait une volonté ici de pouvoir amener une division, et la gestion en fait des intérêts des uns et des autres a permis que l'opposition continue. Et je le dis pourquoi, parce que je viens de lire en ce vendredi 22 que Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, vient de lancer un appel à l'opposition pour qu'elle puisse se mettre ensemble, pour qu'ils puissent statuer sur la manière de voir ce dialogue avancer et surtout bloquer
s'assurer qu'en décembre 2016, Joseph Kabila sera en dehors du pouvoir. J'en parle pourquoi? Parce que certains d'entre vous le savez, nous avons reçu sur ce plateau de Code 243 José Makila au mois de mars, qui avait à l'époque lancé, lui, cette idée de voir l'opposition être réunie autour de Papa Étienne Tshisekedi. Je crois que les résultats ont été négatifs. Aujourd'hui, on se rend compte que, tiens, 2 mois après, 60 jours plus tard, la même démarche est en train d'être initiée, alors que il y a une certaine indépendance que l'on voit. J'ai l'impression que l'opposition, c'est vrai, elle est divisée, mais je pourrais dire qu'il y a un shiftage au niveau du leadership. Je ne sais pas si je peux m'avancer à de dire que pensez-vous à cela. Ben, écoute, Abraham, les événements, c'est simple, hein. Il faut seulement voir pas très loin, en janvier, lorsqu'il y a eu ces événements, lorsque la population est sortie. Cela a été on a vu que il y a l'UDPS par exemple, parce qu'il faut citer, l'UDPS était contre la marche. Ok? L'UDPS a demandé à la population de ne pas marcher. Tandis que l'opposition, le reste de l'opposition, avec même M. Badibanga, qui était un représentant de l'UDPS au Parlement, a demandé au peuple de sortir dans la rue pour manifester leur mécontentement par rapport au fait que le pouvoir en place voulait changer la Constitution. Le peuple est sorti parce que c'était ses intérêts. C'était les intérêts du peuple. Ils sont sortis. Et quand l'UDPS a demandé après, l'UDPS a demandé au peuple de sortir pour manifester, on a bien vu que le peuple n'a pas suivi. Donc, comme tu dis, on a l'impression, et ce n'est pas l'impression, ce sont les faits du terrain, même si c'est vrai que dans la diaspora, les gens ne sont pas tout à fait contents et ne veulent pas admettre, mais sur le terrain, on constate que l'UDPS est en train de perdre du terrain. De perdre du terrain par rapport aux autres opposants. L'UDPS est en train de... On a l'impression que l'UDPS n'est plus tellement en adéquation avec sa population. Est-ce que c'est pas simplement parce que le vieux Titi n'est pas... Pour ajouter à ce que dit Freddy, ce n'est pas simplement sur terrain, même dans la diaspora. Même dans la diaspora, cette position la position qu'a pris l'UDPS n'est pas en phase avec sa base. Vous avez vu que même des gens que nous connaissions comme Tshisekedi se disent non. Parce qu'il faut écouter les peuples. Lorsque vous allez dire au peuple de ne pas marcher contre Kabila, les peuples me se disent mais qu'est-ce que ces gens veulent, et vous avez vu la réaction du peuple. C'est pour la première fois dans l'histoire que moi je vois le peuple refuser de suivre l'UDPS. Alors ça devrait vraiment être une interpellation pour le leadership de l'UDPS et dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons dit au peuple de ne pas marcher et ils ne nous ont pas écoutés? Et quand nous les avons dit, parce que le 25, Tshisekedi avait lancé un communiqué, il a demandé au peuple de rester dans la rue pour chasser ce pouvoir, j'utilise l'expression, finissant de Joseph Kabila. Personne n'est sorti pour aller chasser le pouvoir finissant de Joseph Kabila. Alors il faut se demander qu'est-ce qui se passe. Donc l'UDPS est un grand parti, mais s'il continue dans ces chemins-là peut-être que je ne sais pas quel mot je peux dire, il semble être déconnecté de leur base, il risque de perdre beaucoup dans la diaspora, et comme Freddy l'a dit, sur terrain. Donc il y a ce problème qui se pose, il faut écouter les peuples. Le dialogue avec Kabila n'est pas une idée que le peuple soutienne, parce que le peuple connaît déjà, habitué à ces dialogues interminables, et lorsqu'ils vont à ces dialogues, c'est pour partager les pouvoirs. On dit on va dialoguer pour la paix. Demain, c'est les pouvoirs. On va faire des résolutions pour la paix, on va mettre des côtés, mais le partage des pouvoirs, c'est l'une des résolutions qu'ils respectent toujours. Ils partagent des pouvoirs et on oublie les peuples. Et donc on oublie les peuples. Vous venez remarquer, à la conférence nationale, c'était la même chose. Qu'est-ce que le peuple en a tiré? Il n'y a eu que des combats politiques, des partages des pouvoirs, Kengo, Tshisekedi, tel. Mais le peuple. San City, la même chose, on a eu 1+4, ils se sont retrouvés, mais le peuple. Et on revient sur des choses qu'on dialogue aujourd'hui. Les choses qu'ils avaient décidées en 2003 à San City, ils ne l'ont pas appliqué. Même les recensements devaient être faits avant les élections de 2006. Ils ne l'ont pas fait.
Et on revient des années plus tard, on dit, nous allons redialoguer. Pour les choses que nous avons déjà dialoguées il y a des années. C'est ce qui pose problème. Donc il y a ces dangers-là qui, vous savez, les peuples voient cela et disent non, vous voulez dialoguer, nous ne vous faisons pas confiance. Nous n'avons pas confiance en vous, les hommes politiques. Et vous voyez, si vous prenez position contre le peuple, ce peuple-là va vomir. C'est ce que nous avons vu. L'UDPS a demandé, ne marchez pas. Ils ont marché, ils ont dit, écoutez, non, nous allons marcher. 5 dernières minutes. Je crois que... Vas-y, termine, termine. Je crois que même Vital Kamere et les autres, lorsque Kamere n'avait pas dit non au dialogue, lorsqu'ils ont été consultés par Caleb, il avait donné des préalables. Il avait demandé, par exemple, la libération des prisonniers, comme vous l'avez dit. Mais je vous rappelle que la libération des prisonniers et la réouverture de chaînes de télévision de l'opposition est parmi les résolutions de la fameuse concertation nationale, jamais appliquée. Vous voyez qu'on ne fait que demander les mêmes choses, on va signer des accords, on va les remettre dans ces accords, mais on ne va jamais les appliquer. Qu'est-ce disait le président Diomi Bongala? On avait dit libérer Diomi. Ce monsieur souffre en prison, il est là-bas, il paye le prix pour son combat. On ne l'a jamais libéré. Aujourd'hui, on va revenir libérer Diomi, on signe notre accord, on partage les pouvoirs, on ne les libère pas. Il faut dire, non, écoutez, vous donnez des signes de, comment on appelle ça, en anglais on dit confidence building measure. Une bonne foi. C'est votre sincérité. Exact. Si vous voulez dialoguer, commencez, libérer les prisonniers, les ouvertures des médias. Et puis aller publiquement pour dire que moi, Kabila, je ne serai pas candidat. Dépasser mon mandat. Exact. Je ne serai pas candidat, je quitte en décembre 2016, comme le dit la Constitution, il n'y aura même pas un jour de plus. Mais s'il dit cela, je crois que tout le monde sera rassuré, il n'y aura plus cette opposition au dialogue. Parce qu'au fond, comme Freddy l'a dit, tout le monde veut les dialogues. Que ce soit Kamere, que ce soit UDPS, il y a cette nécessité de dialogue, mais le problème c'est le manque de confiance, on ne sait pas la volonté du pouvoir en place. Ce n'est pas clair. Si Kabila disait clairement, il rassurait son peuple, rassurer tout le monde, écoutez, il y aura des élections crédibles et transparentes. Moi-même, je ne serai pas candidat, je vais partir. Il n'y aura ni glissement, ni révision de la Constitution. Mais c'est fini. Tout le monde va dialoguer. Qui va encore accuser UDPS de traîtrise ou quoi que ce soit? En tout cas, il faut demander cela comme préalable. Comme préalable. Qui est engagé. Vas-y. Et Kabila doit respecter ces préalables. Au lieu de s'engager, signer des accords et après demain, on ne respecte pas. Libérer les prisonniers, ils sont toujours en prison. On dit, on répète encore tout à l'heure, Kamere lance un autre préalable, libérer les mêmes prisonniers. Voilà les problèmes un peu. Les 5 dernières minutes pour que nous puissions chuter, nous avons donné nos arguments. Est-ce que que pouvons-nous dire aujourd'hui, parce que je lis, beaucoup de gens m'écrivent, me disent, Abraham, vous n'êtes pas d'accord pour le dialogue, quelles sont les alternatives? Écoutez, moi je vais vous dire, à ceux qui nous suivent, je vais quand même donner mon avis parce que je ne suis pas le présentateur de cette émission, je la partage avec mes collègues. Voilà ce que moi je crois. On l'a dit dans cette émission, je crois que ce qu'on veut aujourd'hui nous amener comme au dialogue, c'est en fait simplement les responsabilités des uns et des autres, de manière à ce que si le pouvoir fait ce qu'il doit faire, et je trouve ça lumineux, que l'UNC ait demandé le jour de leur rencontre avec Kalev, qui est le responsable des services de sécurité, libérer les prisonniers politiques, parce que les prisonniers politiques se retrouvent en prison sur base de quoi? Sur base d'un BI, sur base d'un rapport de la sécurité que l'on envoie, et on se dit il y a une menace du pouvoir. Donc, Monsieur Kalev, vous êtes l'homme qui aujourd'hui est également derrière la fermeture des médias de l'opposition, parce que vous en avez, vos services vous ont dit que c'est une menace de la population et tout ça. Donc, c'était la personne appropriée à qui il fallait dire il faut libérer tel et avancer. Pour ceux qui nous suivent, qui se disent vous ne voulez pas aller au dialogue, quelle est la solution? Écoutez, la solution est simple. C'est de demander à ceux de rappeler aux uns et aux autres leurs engagements et leurs attributions. Des demandes ont été faites, les documents ont été envoyés. Messieurs de la CENI, soyons honnêtes vis-à-vis de vous-même, vous n'avez pas le budget, on renvoie le calendrier, on ne va pas en mourir, c'est notre pays, il ne faudra pas que demain tout s'embrasse, comme l'a si bien dit Michael. Président Kabila voulait que le monde vous respecte et voulait rester dans l'histoire. Certifiez-nous au travers une allocution que vous n'allez plus rester président après 2016. Et on continue la route. Donc, parce que le mot qui revient, c'est quoi, mes chers amis? Les gens veulent voir la rue descendre. Et
Vous savez, j'essaie de voir, je ne vais pas trop m'hasarder avec ce qui se passe au Burundi, parce que c'est un faux coup d'État, vrai coup d'État, bref, on ne sait pas. Lorsque je vois un peu les pays par lesquels il y a eu des révolutions, regardez bien, hein, Tunisie, Égypte, vous allez en Libye, vous descendez Burkina Faso, regardez qu'il y a une instabilité monstre. Syrie, n'en parlons pas. C'est plutôt une destruction qu'autre chose, parce qu'on arrive à un dérapage. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut mettre le peuple dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les militaires qui vont revenir. C'est l'armée qui va vouloir s'imposer, nous mettre comment vous appelez, les couvre-feux, on va rentrer dans des périodes d'exception, on va aller dans une transition et qui ne dit pas quand est-ce que les élections pourraient avoir lieu. Donc, aux uns et aux autres, moi je demande, je préconise de la vigilance. À ceux qui ont critiqué cette opposition, oui, ce sont des vendus qui sont partis au Parlement. Je dis bravo à ces vendus que vous appelez vendus. Ces messieurs sont parvenus à bloquer la Constitution avec nous. Il n'y a pas eu de changement à l'article 220 jusqu'à présent. La loi électorale, on l'a vu, ils nous ont amenés à mettre le peuple dans la rue, et ce sont eux majoritairement qui aujourd'hui disent non au dialogue. Je ne sais pas, chers amis, ce que vous pensez pendant que il nous reste 3 minutes là d'antenne, je vous les laisse avant de clôturer. Freddy, Michael, que pensez-vous? Quelle serait la solution préconisée si on ne va pas au dialogue selon celui prescrit par la résolution 2098? Ben, écoute, Abraham, on fait que revenir. Nous avons déjà parlé durant tout le débat, nous avons parlé justement de ce qu'il faudrait faire. Quand nous avions dit que, comme tu dis, ils ont tous signé un document. Quand nous disions que le gouvernement a des obligations et des devoirs, c'est ça d'abord. Il faut mettre le gouvernement devant ses obligations et ses devoirs, le forcer à faire ce qu'il doit faire pour que le pays avance et pour qu'il y ait des élections démocratiques, apaisées, transparentes et tout ça. Il n'y a pas à réinventer la roue ou à inventer l'eau chaude. C'est très simple. Au Congo, on rend les choses difficiles parce que, comme l'a dit Michael, chaque année, on refait les mêmes bêtises. Et on a l'impression que les problèmes, nous avons affaire à des problèmes qui ont des solutions, il faut avoir la sagesse de Salomon pour les résoudre. Non, ce sont des petits problèmes, mais comme on revient chaque fois sur les mêmes erreurs, alors on a l'impression que nous sommes devant des équations à 15 000 inconnus. Nous sommes devant des équations très simples. Et ce n'est pas magique. Les solutions sont connues depuis des années, il faut les appliquer. C'est simple. Mais juste une parenthèse, nous n'entendons pas pour le moment M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Et c'est la question la plus importante que la population se pose. Pourquoi M. Tshisekedi ne parle pas? On a l'impression qu'il est embrigadé, il est emprisonné quelque part et que l'UDPS fonctionne, comment dirais-je, en rébellion. Parce que par rapport au principe même de M. Tshisekedi, l'UDPS est à côté, actuellement. Mais il y a un document, Freddy, mais il y a un document qui a été signé pas plus tard de la semaine dernière. Je crois qu'il y a une déclaration du président Tshisekedi où il rappelait le cahier de charge et demandait à M. Martin Kobler de prendre ses responsabilités. Je crois que vous avez tous lu. Abraham, il s'est posé un problème. Il y a eu combien de documents, soi-disant, venant de Tshisekedi? Non, mais là, je fais la défense de l'UDPS parce que c'est un des documents que nous avions reçus officiellement qu'on nous a demandé de publier. Vous savez, nous avons vu un document signé Tshisekedi qui démettait Mabumbu de son poste. Nous avons vu, donc il y a ces problèmes-là, on ne sait plus croire à quel document. Je crois que Freddy dit quelque chose de très intéressant. Etienne Tshisekedi Mulumba est un icône. Il a certes ses défauts, mais c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Oui. Et nous ne voulons pas le voir peut-être séquestré. Je ne sais pas si je peux dire ces mots quelque part. Il faut que, comme c'est lui, si c'est lui qui dirige l'UDPS, il doit se faire voir. Il doit parler, il doit expliquer aux gens. Parce que maintenant, il y a des doutes. On voit Félix et Maboum, on se dit, mais si Tshisekedi a repris, où il est? On l'a vu parler, mais pour quelques minutes seulement. Il a parlé 2 fois. Il a parlé, je crois, en décembre ou janvier. Et il a parlé pour
même pas 2 minutes, à la 33e anniversaire des l'UDPS. On s'est dit, mais s'il est en forme, s'il est en bon état, laissez-lui parler, qu'il parle au peuple, sa présence va rassurer le peuple. Je crois que si tout le monde est sûr que Tshisekedi est là, il y aura moins de doutes dans l'UDPS. Parce qu'actuellement, il y a cette division, il faut qu'on le laisse parler, s'il est en bonne santé. Je dis bien au conditionnel, s'il est. Parce que nous ne savons pas l'état réel de la santé d'Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est pour ça qu'il y a toutes ces spéculations. C'est comme si on lui sort juste pour besoin et cause. Donc quand il y a un événement pareil, on dit Tshisekedi, quelques minutes et c'est fini. En tout cas, il faut c'est là. Bon, pour conclure, les pouvoirs en place connaissent les revendications de l'opposition. Une parole de la part de Kabila qui va dans le sens de dire je ne suis pas candidat en 2016, ne vous inquiétez de rien. Il y aura des élections crédibles dans ces pays. Le délai constitutionnel de 5 ans sera respecté. Le 19 décembre 2016, c'est mon dernier jour au pouvoir. Mais c'est fini tout le monde. La situation, les tensions politiques seront calmées. Quel opposant ira encore dire Kabila dégage quand Kabila lui-même dit je dégage conformément à la Constitution? Je me dégage. Il ne pourra plus se dire que l'UDPS, on ne va plus parler de glissement, on ne dira plus au glissement, dialogue pour le glissement, dialogue pour la transition. Si on entend Kabila qui, selon la Constitution, serait le garant de la nation, c'est son rôle, il a ce rôle à jouer, nous le prions. De calmer la situation et laisser les pays, comme vous avez dit, à chaque fois qu'il y a des coups d'État, ça et là, des révolutions, ce sont les militaires qui récupèrent. Et même au Burundi, ce sont les militaires qui ont voulu récupérer cette situation. Et les militaires, ils ont cette habitude, une fois au pouvoir, nous avons eu un militaire Mobutu, nous savons, Kourouziz était militaire, Sasso était militaire, Blaise Compaoré était militaire, Paul Kagame aussi était militaire, et une fois au pouvoir, et Joseph lui-même, vous savez, dans l'armée, j'ai dit Joseph lui-même. Voilà, Joseph Kabila lui-même était militaire. Ouais. Dans l'armée, c'est l'autocratie. Il donne un ordre, on l'exécute. Un militaire n'est pas habitué à des débats démocratiques. À discuter, démocratiques. Et c'est ça, c'est le problème qu'il y a. Donc, nous avons tous intérêt à ce qu'il y ait ces transferts du pouvoir pacifique. Donc, l'opposition, ce qu'elle peut faire pour compléter Freddy, c'est de faire pression pour que ces revendications soient accomplies. Ça ne nécessite même pas un dialogue parce que vous allez signer des accords et après on ne va pas les appliquer. Vous aurez perdu du temps, comme à la concertation nationale, ils ont dépensé des millions de dollars parce que les gens j'ai des padiens. Et aujourd'hui, cette cohésion a échoué parce qu'on revient encore à un autre dialogue. Autant accomplir, réaliser ce que l'opposition demande et on dit voilà, nous avons accompli. Et écoutez, si Kabila part, il sera respecté, même s'il y a ceux qui le détestent, on dira quand même. Écoutez, dans une région où les gens tiennent au pouvoir, il a quitté, il a laissé les pays, et peut-être il aura moins d'ennuis à cause de cela. Et s'il est resté, on ne sait pas ce qui va arriver. Je crois que c'est un peu mon dernier mot de la fin. En tout cas, merci pour ça. Oui, vas-y, Freddy. Tu sais, Abraham, gouverner, c'est prévoir. Là, je m'adresse à l'opposition. Toute l'opposition, UDPS, UNC, MLC, tout le monde. Gouverner, c'est prévoir. Alors, si M. Kabila ne va pas dans le sens des revendications de l'opposition, messieurs de l'opposition, avez-vous prévu quelque chose d'autre? Parce que gouverner, c'est prévoir. Vous voulez gérer la chose publique, vous devez savoir que gérer la chose publique, c'est aussi prévoir. Avez-vous prévu autre chose? Je crois qu'ils l'ont dit, hein. Vous lisez les résolutions sont claires. Lorsqu'ils vous disent qu'ils vont mettre le peuple dans la rue, ça a été clairement dit. J'ai lu ça à l'UDPS. J'ai lu ça de l'autre côté. Il y en a qui ont été plus loin en disant au président Kabila qu'il va être tenu responsable de tout ce qui... là, je viens d'ailleurs de recevoir des forces de Martin Fayoulou un document. Bon, nous allons le publier, vous allez lire. Ils ont fait une déclaration publiée hier le 21. Et je vois également ici une note, ça c'est pour ceux qui nous prennent, ça ne fait pas le sujet, un document signé par Olivier Kamitatou, qui est pourtant un ministre, qui parle du coût des élections. Je vois que Michael, tu avais réagi à son tweet. $6 par électeur. Et ce serait le coût des élections en RDC. Alors imaginons si la population électorale monte, j'exagère, à 50 millions d'électeurs.
Si cela ne coûte que $6, ben bon, voilà, ça va nous coûter 300 millions de dollars au lieu des du milliard 145 000 proposés par l'abbé Malou Malou. J'espère que c'est pas la raison pour laquelle il est tombé malade. Voilà, chers messieurs, je voudrais vous remercier et surtout demander à tous ceux qui vont nous visionner cette émission. Nous avons besoin de vos contributions, nous avons besoin de vos critiques. Et ben, si vous voulez apporter une contribution, je vais laisser à Michael vous donner son numéro de téléphone ou son adresse email, ou à Freddy Monanga vous donner le sien. Contactez-nous, nous avons plusieurs numéros de téléphone, nous avons plusieurs pages Facebook. Ils vont vous le dire, vous allez le prendre si c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, voyez-nous sur la page nos pages Facebook ou sur notre website qui est en construction. Donc nous avons le www.code243.com qui est en construction, je dis bien, donc ce n'est pas fini. Et je voudrais également annoncer que nous allons nous doter d'une radio Code 243, qui le signal est déjà là, nous sommes en préparatif. Nous lançons également l'appel à toutes celles et à tous ceux qui veulent intervenir. Nous allons vraiment faire de la radio, c'est-à-dire avoir tous les sujets ouverts. On parlera politique, on parlera science, on parlera culture, on parlera sport, on parlera de plusieurs sujets. Bref, voilà. Donc, contactez l'un de nous, Freddy ou Michael, online. Contactez-le au téléphone, contactez-nous sur la page. Bref, Michael, c'est à quel numéro qu'on peut t'appeler? Si tu en as un, si tu veux le donner, si tu ne veux pas le donner, c'est ton choix. Oui, pour ceux qui veulent me joindre, ils peuvent le faire sur le numéro 044 78 15 509 503. Donc je le répète, le 044 78 15 509 503. Merci. Bien, Fred. Freddy. Eh ben, pour me joindre, donc le préfixe des États-Unis, c'est 1, et puis 202 509 7288. Donc 1 202 509 7288, ou bien sûr, vous pouvez m'envoyer un email à freddy.monanga@yahoo.com. Voilà. Il vous a donné le numéro 240 432 16 14, 240 432 16 14. J'aimerais préciser que tous les trois nous sommes mariés, responsables, donc ayons des conversations liées au travail, liées à l'évolution, l'expansion de ce que Code 243 fait. Donc si vous voulez nous joindre, vous avez nos trois pages, Code 243, groupe Code 243 TV Info, ou encore aller sur www.code243.com. Si je le dis, mes chers frères, c'est parce que des fois je reçois des petits messages coquins, mais je voudrais rappeler que nous sommes là au service de la nation pour pouvoir dire ce que nous voulons dire. Voilà. Encore une fois, je vous remercie, Michael, pour ce temps précieux que vous avez accordé. Merci, Freddy. Merci à vous, chers auditeurs et côté spectateurs de Code 243. Nous rappelons que la radio, c'est pour bientôt, et nous précisons que pour cette radio, si vous parlez une autre langue, ce sera pas, tous les programmes ne seront pas en français. Si vous parlez l'anglais, si vous parlez le lingala, le swahili, donc nous allons essayer de nous accommoder de manière à ce que l'information puisse être diffusée. Chers amis, téléspectateurs, encore une fois, c'était à partir de Facebook, online, Internet, parce que j'ai dit à partir de Washington alors que Michael est là. C'était un plaisir. De nos studios de Code 243, merci, à très bientôt et au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.